Good evening. Bonsoir. Avant de vous parler de la réunion d'aujourd'hui, je voudrais dire quelques mots concernant la lutte contre le Covid-19 chez nous. Nous avons fait énormément de progrès aux États-Unis. La plupart du pays revient à la normale et la croissance économique reprend. Le nombre de cas et de décès baisse de façon spectaculaire, mais il y a encore trop de vies perdues. Durant les 7 derniers jours, nous avons eu encore 370 morts par jour. C'est encore beaucoup trop. Même si c'est beaucoup moins que les chiffres les plus élevés que nous avons eus, mais c'est une véritable tragédie. C'est un jalon, près de 600 000 vies perdues du fait du Covid-19 aux États-Unis. Et mes pensées vont vers tous ceux qui ont perdu un être cher. C'est un sentiment oppressant. Pensez à toutes ces vies perdues. Et c'est pourquoi je continue à dire à tous les Américains, s'ils n'avaient pas encore été vaccinés, vaccinez-vous. Faites-vous vacciner le plus rapidement possible. Nous avons beaucoup de vaccins disponibles. Nous avons beaucoup de sites de vaccination. Il faut absolument continuer la lutte pour vaincre ce virus. Et ça n'est pas le moment de baisser la garde. Donc vraiment, faites-vous vacciner le plus vite possible. Il y a eu assez de souffrance, assez de souffrance. Je sais qu'il est déjà tard, 21h30, heure de Bruxelles,
Et je suis toujours à OTAN. Je sais aussi que vous êtes très excités de me voir. Mais voilà, j'ai eu l'occasion de rencontrer un certain nombre de dirigeants. J'ai eu des conversations téléphoniques aussi. La journée a été extrêmement productive. Je viens de terminer ma rencontre avec le président Erdogan de la Turquie. Nous avons une réunion positive, une longue rencontre en tête-à-tête. Nous avons parlé de nombreux sujets sur lesquels nous devons chercher à avancer. Nos deux pays ont beaucoup à faire. Nos équipes vont continuer les discussions et je suis confiant que nous allons faire des vrais progrès, la Turquie et les États-Unis. Mais maintenant, je voudrais remercier le secrétaire général Stoltenberg de mener un sommet de l'OTAN qui a été très réussi aujourd'hui. J'ai eu l'honneur de lancer la discussion aujourd'hui entre les 30 pays membres et j'ai souligné le fait que nous sommes face à une crise sanitaire comme il y en a une seule par siècle et en même temps les valeurs qui sous-tendent notre alliance sont sous pression à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. La Russie et la Chine cherchent à diviser notre solidarité transatlantique. Il y a de plus en plus d'activités cyber malveillantes, mais cette alliance est un fondement solide sur lequel notre sécurité collective et notre prospérité peut continuer à être bâtie. Et j'ai dit très clairement que l'engagement des États-Unis pour l'article 5 du traité de l'OTAN est solide comme la roche et inébranlable. C'est un engagement sacré. L'OTAN est unie. C'est comme cela que les menaces par le passé ont été confrontées. C'est notre plus grande force pour l'avenir. Et tout le monde dans cette salle a compris ce sentiment d'appréciation partagée du retour des États-Unis. On parle des actes agressifs de la Russie qui sont une menace pour l'OTAN et pour notre sécurité collective. C'est pourquoi j'ai rencontré les pays du Bucarest 9 avant le sommet, les pays sur le flanc Est, et j'ai rencontré aussi aujourd'hui les dirigeants des 3 États baltes, la Lituanie, la Lettonie et l'Estonie. J'ai dit aux alliés ce que je vais dire maintenant au président Poutine, que je ne cherche pas un conflit avec la Russie, mais que nous allons répondre si la Russie continue ses activités délétères et que nous défendrons l'alliance transatlantique, nous défendrons nos valeurs démocratiques. En tant qu'alliés, nous réaffirmons aussi notre soutien pour l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'Ukraine. Nous continuons à vouloir travailler à la stabilité stratégique par la maîtrise des armements et les autres outils. Et il y avait un grand consensus dans la salle parmi les dirigeants, notamment sur l'Afghanistan. Nos forces rentrent dans nos pays, mais nous avons décidé que notre engagement diplomatique, économique, financier, notre soutien pour les forces de sécurité afghanes va perdurer. Et je suis heureux que les partenaires et alliés reconnaissent que les efforts de lutte contre le terrorisme doivent se poursuivre pour s'assurer que l'Afghanistan ne redevienne jamais un sanctuaire qui permette des attaques contre notre pays, alors que nous continuons à lutter contre les réseaux terroristes au Moyen-Orient et en Afrique du Nord. Et je suis très heureux de voir qu'en tant qu'alliance, nous avons pu adopter un plan de grande envergure pour s'assurer que l'OTAN va pouvoir faire face aux défis d'aujourd'hui et de demain, pas d'hier. L'agenda OTAN 2030 et que nous avons décidé de donner les ressources nécessaires pour cette initiative. La dernière fois que l'OTAN a rédigé son concept stratégique était en 2010, quand la Russie était considérée comme un partenaire et la Chine n'était même pas mentionnée. Nous avons parlé des défis systémiques posés par la Chine à notre sécurité collective. Nous avons décidé d'aller plus loin pour renforcer la résilience de nos infrastructures critiques à travers le monde, y compris avec des fournisseurs de télécommunications auxquels nous pouvons faire confiance,
les chaînes d'approvisionnement énergétiques et autres, renforcer notre coopération avec les partenaires d'Asie-Pacifique pour relever les défis qui s'y trouvent. Nous avons aussi entériné une nouvelle politique de cyberdéfense. La première politique de cyberdéfense de l'OTAN depuis 7 ans pour pouvoir mieux lutter contre les défis des pays, des acteurs étatiques et non étatiques qui s'en prennent à nos infrastructures. Nous avons adopté un plan d'action pour la sécurité climatique, ce que, il y a 7 ans, personne ne s'attendait à ce que l'on fasse pour pouvoir réduire les émissions provenant des forces militaires. Nous attaquer à ce changement climatique tout en nous assurant que nous pouvons continuer à assurer notre défense et la dissuasion. Et enfin, nous avons décidé que le plus important, c'est de renouveler et assurer la résistance et la résilience de nos démocraties. Nous devons montrer au monde entier et à nos peuples que la démocratie peut toujours l'emporter contre les défis de notre époque et répondre aux besoins de nos populations. Nous devons lutter contre la corruption qui nous handicape, nous protéger contre ceux qui dissèment la haine et le populisme. Nous devons préserver les institutions qui sauvegardent nos valeurs démocratiques, protéger la liberté de la presse, l'indépendance du judiciaire. Tout cela est à notre ordre du jour. Et c'est ainsi que la démocratie et cette alliance peuvent l'emporter contre les défis qui se posent et répondre à nos besoins, aux besoins de nos peuples. Dans 25 ans, on se retournera vers cette période pour voir si nous avons ou non répondu à ce défi. Il y a beaucoup d'autocraties qui cherchent à avancer en profitant des avantages qu'ils pensent avoir contre les démocraties. Nous allons leur montrer qu'ils n'ont pas raison. Je vais maintenant entendre vos questions. Je commence par Cecilia Vega, de ABC. Merci beaucoup, Monsieur le Président, et bonsoir. Vous avez parlé de votre rencontre avec Vladimir Poutine. Vous avez parlé des actes d'agression de la Russie. Alors, j'aurais des questions à vous poser sur ce sujet. Considérez-vous, dans le cadre de cette réunion, que les Américains chez eux ne doivent pas en attendre trop de la part de cette réunion en termes de résultats concrets? Pouvez-vous nous dire un petit peu à quoi ressemblerait une réussite par rapport à cet entretien? Est-ce qu'il y a des concessions particulières que vous attendez de la part de Poutine? Et puis, je vais tout de suite vous poser ma deuxième question. Vous avez déjà rencontré Vladimir Poutine de par le passé. Alors, qu'avez-vous appris par rapport à sa personnalité qui vous aide aujourd'hui à préparer cette réunion? Et quel est votre état d'esprit à l'heure d'avoir un entretien avec un ancien agent du KGB dont vous avez dit qu'il n'avait pas d'âme? Eh bien, je vous répondrai lorsque cet entretien aura eu lieu. Vous savez, cela fait longtemps que je fais ce genre de choses. Et la dernière chose qu'il faut faire, c'est négocier devant les médias du monde entier quant à la manière dont on va aborder un entretien très important avec un adversaire et ou quelqu'un qui pourrait être un adversaire. Donc la dernière chose que je vais faire, c'est vous indiquer tout cela. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que je vais dire au président Poutine qu'il y a des domaines dans lesquels nous pouvons coopérer, s'il le souhaite, si c'est son choix. Par contre, s'il choisit de ne pas coopérer, et s'il agit comme il l'a fait de par le passé, pour ce qui concerne, par exemple, la cybersécurité ou encore d'autres domaines d'activité, eh bien, à ce moment-là, nous réagirons. Et nous réagirons à la hauteur de ce qu'il aura fait. Il faut donc voir quels sont les domaines où il y a un intérêt partagé pour nous et pour le monde entier à ce que nous coopérions. Voyons si nous pouvons faire cela. Et s'il y a des domaines où nous n'avons pas d'accord, eh bien, indiquons très clairement quelles sont nos lignes rouges en l'espèce. Alors, je me suis déjà entretenu avec lui. C'est quelqu'un de brillant, c'est quelqu'un de dur. Et j'ai constaté que c'est un adversaire de taille, comme on dirait dans le domaine sportif. Mais en tout cas, je serai très heureux de vous parler de tout cela une fois que cet entretien aura lieu, vous expliquer un petit peu les résultats de cette discussion. Nancy Cordes pour CBS. Merci bien, Monsieur le Président. Moi aussi, j'aurais deux questions au sujet de Vladimir Poutine.
Tout d'abord, s'agissant des dirigeants avec lesquels vous êtes entretenus cette semaine, est-ce qu'il y en a qui ont fait part d'une préoccupation quant au fait de rencontrer Poutine si tôt dans votre présidence, ce qui pourrait ressembler à une récompense? Très bien. Et vous aviez une deuxième question? Oui, ma deuxième question, c'est de savoir ce qu'il en serait de la relation entre les États-Unis et la Russie si Alexei Navalny devait mourir en prison. Réponse? Tous les dirigeants ici avec lesquels je me suis entretenu aujourd'hui, tous m'ont remercié par rapport au fait d'avoir cet entretien avec Poutine dès maintenant. C'est le cas de tous ceux qui ont pris la parole. Il y en a sans doute 10 ou 12 qui se sont exprimés sur cette question. Ils ont tous dit qu'ils étaient heureux que j'ai l'intention de rencontrer Poutine. Et ils ont considéré que c'était donc une bonne chose. Et j'ai expliqué de manière très transparente, enfin, ils ont expliqué de manière très transparente ce qui leur semblait important de leur point de vue, et puis ce qui était peut-être secondaire. Alors, un point intéressant, et là je ne critique pas les médias, je vous rassure, mais de manière générique, vous vous êtes posé la question de savoir si Biden était en train de s'entretenir avec lui trop tôt. Et en fait, moi je n'ai pas rencontré d'homologue qui considère que je m'entretiens avec lui trop tôt. Tous ceux avec qui j'ai pu parler, que ce soit en public, que ce soit en privé, ça ne veut pas dire que ça n'existe pas, les personnes qui pensent que c'est une mauvaise idée, mais il est peu vraisemblable qu'un chef d'État et de gouvernement dise quelque chose qui ne correspond pas à sa pensée par rapport à cette question. Donc vraiment, il y a un consensus et je les ai remerciés de leur disponibilité à parler de cette réunion et de ce qui était prévu à ce niveau-là. Alors, il n'y a pas de réticence qui a été exprimée. Peut-être qu'il y en avait, mais ça n'a pas été dit, que ce soit dans les réunions tous ensemble ou dans les entretiens individuels. S'agissant de la mort de Navalny, ce serait une indication supplémentaire quant au fait que la Russie n'a pas l'intention de respecter des droits de l'homme humanitaires, élémentaires, pardon. Et ce serait une tragédie, ce serait quelque chose qui nuirait à la relation de ce pays avec l'ensemble du monde, y compris avec moi. Jeff Salani, CNN. Question. Bonjour. Lors d'une interview ce week-end, Vladimir Poutine a réagi en rigolant sur le fait que vous aviez dit qu'il était un tueur. Est-ce que vous pensez toujours cela? Et si il était prêt à coopérer, est-ce que vous ne vous trouveriez pas dans une situation difficile? Comment, dans ce cas-là, coopérer avec Vladimir Poutine? Alors, je vais répondre à votre première question. Je rigole aussi. Monsieur Poutine, bien. Je pense que par le passé, il a reconnu qu'il était prêt à faire certaines choses ou qu'il avait fait certaines choses. Et quand on m'a posé cette question, publiquement, j'ai répondu de façon tout à fait honnête. Mais cela n'est pas important par rapport à cette réunion que je vais avoir avec le président Poutine. De toute façon, je vérifierai évidemment que les engagements pris soient tenus. Ce n'est pas une question de confiance, c'est une question de se mettre d'accord. Lorsqu'on rédige les traités avec ses adversaires, on n'est pas en train de leur dire qu'on leur fait confiance. On leur fait savoir ce qu'on attend de leur part et s'il y a violation de l'accord ou du traité, alors ce traité est nul et non avenu. J'espère donc que le président Poutine va estimer qu'il serait dans son intérêt
de changer la façon dont le monde le perçoit, notamment par rapport à son comportement. Et nous espérons donc qu'il assumera un comportement adéquat pour un chef d'État. Question. Merci, Monsieur le Président. Ici, et plutôt au G7, vous avez répété à plusieurs reprises que les États-Unis étaient de retour aux côtés des alliés. Mais bon nombre de ces alliés ont été très perturbés par ce qui s'est passé le 6 janvier et s'inquiètent de l'influence de Donald Trump sur le Parti républicain et ce qui pourrait se passer ailleurs dans le monde également à cause de cela. Et est-ce qu'on peut vraiment être certain que les États-Unis tiendront leurs engagements, étant donné ce type de situation qui a pu avoir lieu? Réponse. Eh bien, ce que je leur dirais, c'est regardez ce que je fais. Je suis sincère quand je m'exprime et je tiens mes engagements. Je ne fais pas de promesses si je pense que je ne serai pas en mesure de les tenir. Alors, peut-être que vous n'êtes pas d'accord avec cela, mais je pense que le fait que je participe au G7 ne créerait aucun engouement particulier. Or, je pense que ça n'a pas été le cas. Au contraire. Les dirigeants auxquels j'ai affaire dans le cadre du G7 et de l'OTAN sont des dirigeants qui sont bien au courant de notre histoire récente, connaissent bien les États-Unis et les citoyens américains. Ils savent qui nous sommes. Ils savent que nous sommes des citoyens honnêtes, décents, un pays honnête et décent. Certes, nous avons connu des événements qui les ont choqués. Ils ne s'attendaient pas à ce que cela arrive aux États-Unis. Mais je pense, et ils pensent également, que les États-Unis et que les Américains n'accepteront pas ce type de comportement. Alors ici, je ne vais pas entrer dans les détails des statistiques. Il y a 3 types de mensonges, des gros mensonges et les statistiques. Nous connaissons tous cette expression. Mais je pense que le Parti républicain actuellement a été affaibli. Nous savons que le leadership du Parti républicain est divisé actuellement. Et qu'actuellement, Trump représente peut-être la majorité du parti, mais actuellement, le parti représente une minorité des citoyens américains. Nous verrons bien ce qu'il se passera, mais je pense qu'en parlant franchement, en disant les choses comme elles sont, sans exagération, comme c'est souvent le cas aujourd'hui, alors, vous savez, on verra comment les choses se passent. J'avais dit que je lutterais contre le virus, que je m'assurerais que des millions de personnes seraient vaccinées. Je savais que ça ne viendrait pas de moi, mais bien des Américains, des citoyens, des médecins, des pompiers, des infirmiers, de tout le personnel soignant. Je savais que tout le monde se mobiliserait et cela a été le cas. Qu'il s'agisse déjà il y avait des personnes qui rejetaient d'un point de vue politique ce vaccin, d'autres qui avaient simplement peur de recevoir une injection. Oui, il y avait des craintes, mais je savais, j'ai toujours su que nous pourrions mobiliser des millions de personnes pour assurer cette vaccination. Je sais que ça a été un choc, ce qui s'est passé suite à ce populisme
de la part de Trump. Et cela a été très décevant. Et bon nombre de mes collègues républicains au Sénat que je connais bien étaient réticents par rapport à lancer une enquête. Bien. Mais ce n'est pas la première fois que nous connaissons de telles situations aux États-Unis. On s'inquiète de sa réélection à cause de ce qui se passe au sein de son parti. On n'ose pas s'y opposer. Très bien, mais ce n'est pas la première fois que ça arrive. Et c'est pour cela qu'il est important que moi, je respecte mon programme, qu'il s'agisse du vaccin, de l'économie, de l'infrastructure. Il est important de démontrer que nous avançons, que nous progressons. Et je pense que nous serons en mesure de le faire. Comme je l'ai dit, il faudra voir quelle est la situation dans 6 mois. C'est cela qui permettra de vérifier que mes convictions sont justes. Mais je pense que nous allons progresser et je pense que notamment les jeunes républicains, par exemple, vont commencer à trouver leur place au sein du parti. Une dernière question, Sébastien Smith, de AP. Merci bien, Monsieur le Président. Alors, l'Ukraine souhaite une réponse claire, oui ou non, par rapport au fait d'avoir un plan d'action pour l'adhésion. Alors, quelle est votre réponse par rapport à cela? Et puis, deuxième partie de la même question. À présent que la Russie a envahi une partie de l'Ukraine, est-ce que cela veut dire que l'Ukraine ne sera jamais membre de l'OTAN, puisque cela voudrait dire que les États-Unis et l'OTAN devraient défendre l'Ukraine par rapport à la Russie? Alors, je réponds à votre deuxième question, non. La première question, c'est cela dépendra du fait qu'ils satisfassent les critères. Il y a des critères, par exemple, en matière de corruption, sur lesquels ils doivent avancer. Il y a d'autres critères qui sont nécessaires par rapport au fait d'avoir un plan d'action pour l'adhésion. Donc, affaire à suivre. En attendant, nous ferons tout notre possible pour que l'Ukraine soit en mesure de continuer à résister à l'agression physique de la Russie. Cela ne dépendra pas que de moi. Ce n'est pas qu'à mon niveau qu'on conclura sur la question de savoir si l'Ukraine peut devenir membre de l'OTAN. Ça dépendra de l'Alliance dans son ensemble. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'il va falloir que les Ukrainiens convainquent et ce n'est pas une chose aisée. Moi, je me suis exprimé il y a quelques années de cela auprès de la Rada et j'ai dit que l'Ukraine disposait d'une opportunité à nul autre pareil dans l'histoire de ce pays, à savoir avoir un système politique qui ne soit pas dirigé par des oligarques, un système libre et démocratique. Et je leur ai dit, dans le cadre de ce discours, que l'histoire se souviendrait d'eux en tant que père fondateur de l'Ukraine si jamais ils réussissaient à relever ce défi. Donc il reste du travail à faire. Mais le fait qu'ils aient encore du travail à faire ne justifie en aucun cas le fait que la Russie agisse, que ce soit au niveau du Donbass, au niveau de la mer, au niveau de quelques régions que ce soit de ce pays. Et nous allons faire en sorte que l'Ukraine soit en mesure de préserver sa sécurité physique. Merci infiniment. Désolé d'avoir été obligé de vous faire rester aussi tard. Merci beaucoup.